Audio Jungle. Nouvelle épopée de la compétition reine en Europe dans l'attente du démarrage de l'aventure 2022-2023 le 6 septembre prochain. Tous les clubs sont fixés sur leurs groupes et adversaires. Le Real et l'OM bénis par la main de Yaya Touré aux commandes du tirage au sort ce jeudi en Turquie. En revanche, Paul Corset pour le Bayern, le Barça et l'Inter à l'affiche. Le Paris Saint-Germain hérite de la Juventus pour la première fois de sa carrière. Karim Benzema caresse le trophée du meilleur joueur UEFA de l'année. Alexia Putellas couronné pour la deuxième fois de suite. C'est le menu de la première partie. La seconde fait place au calendrier des majeurs avec un fumant Bayern Mönchengladbach en Bundesliga, Juventus Roma en Serie A italienne. Vous faites bien de nous rester fidèles. Salut sportif à vous, auditeurs et internautes. Franck Nounyama, Vicente Noussoulé et Delano Fatikbou nous accompagnent. Mise en onde, Anas PM et l'homme à devant pour la vidéo de ce 742e numéro de Plateau Foot Europe. Plus d'infos, plus de fun, plus de passion. C'est tout de suite. Nous sommes en direct du studio Messanyamé. Bonjour messieurs, salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, chers auditeurs, merci d'être là, on est là aussi. Aujourd'hui vous avez laissé votre foulard, hein? Oui. Vous avez laissé place à autre chose. Oui, parfois il faut aussi changer un peu. Vous êtes un caméléon apparemment. Bon. Caméléon vestimentaire. N'est-ce pas? Bonjour Dela. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs également. Merci beaucoup d'être des nôtres. Vicente Noussoulé, buenos dias. Buenos dias Angelo, buenos dias a todos les auditrices et auditeurs. On voit l'homme à devant qui se barre bien debout. Ah oui, c'est comme ça. C'est un plaisir d'être encore à ce plateau ce vendredi. Et ça démarre avec la bonne humeur. La dernière fois, messieurs, on a fait un petit... on peut dire un petit exercice sur le joueur avec lequel vous aimeriez passer une journée. Aujourd'hui, on va un peu évoluer. Si vous êtes donné de passer une journée avec un entraîneur de football européen. Ah, mais des questions difficiles, hein? Non, pas du tout. Puisque j'admire tellement d'entraîneurs que, bon, je vais dire que oui. Je vais passer cette journée avec, pourquoi pas... C'est difficile. Et l'homme qui vous donne déjà une piste, Jürgen Klopp? Non, je donne déjà la parole à Delanova. Alors on est là. La passe décisive à vous? La passe décisive, je pense que je vais la prendre et je vais essayer quand même de marquer le but. Allez-y. De la plus belle des manières surtout. Je crois que je suis de cette génération, donc je vais beaucoup plus... penché sur Pep Guardiola. D'accord. Pep Guardiola, pourquoi? Pep Guardiola parce que avec lui, on a vu beaucoup de choses sur son règne depuis qu'il a été nommé entraîneur numéro 1 du côté du Football Club Barcelone. D'accord. C'est quelqu'un qui on a vu. Il vous a marqué. Il m'a véritablement marqué par son professionnalisme, par également le fait d'être très perfectionniste également. On sait véritablement que c'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié par rapport au but que ses équipes arrivent à planter à ses adversaires. D'accord. Franck, José Mourinho. Ah José voilà. Mourinho, lui, José, le sacré, le toujours, special one. Ouais, toujours imprévisible. Voilà, par rapport à son caractère, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a gagné dans le football. C'est quelqu'un qui forcément doit marquer les esprits. Pourquoi pas? Il m'a marqué aussi. Et oui, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Voilà. Tout comme vous, mon cher Vicente. On peut revenir à vous, finalement. Carlo Ancelotti. Mister Carlo Ancelotti, oui, lui également, un grand entraîneur qui ne parle pas beaucoup, mais extrêmement efficace. Évidemment. Il a été vainqueur de Ligue des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. On en parle même dans les secondes à venir. Nous allons désormais rentrer bien plein pied, voilà. Finalement, j'en suis arrivé à cette compétition la plus prestigieuse des clubs. C'est parti.
Cette mélodie, mesdames et messieurs, on est des privilégiés à l'écouter pratiquement chaque saison. Il s'agit bien de la Ligue des Champions, la compétition des étoiles des stars de football en Europe. Et comme je le disais tantôt, c'est une grâce de vivre ces moments magnifiques quand il s'agit du football européen. Avant d'entamer le tour des poules de la phase de groupe, si vous voulez, on va d'abord échanger un tout petit peu sur le trophée du meilleur joueur de l'année côté UEFA. Chez les garçons, c'est bien Karim Benzema qui a été plébiscité et voire justement consacré. Nous l'écoutons et derrière, nous passons aux analyses et commentaires. Le match retour contre le Paris Saint-Germain, à la maison avec l'aide du public, de tous les supporters. On a réussi à retourner le match pour pouvoir aller plus loin, nous donner beaucoup de confiance et montrer qu'on était la meilleure équipe. On lâche jamais et on sait que même si on perd au match aller, au match retour avec la force de nos supporters, on peut réussir à remonter les scores et à gagner les matchs. Pour moi, le plus important à chaque fois, c'est de gagner des trophées collectifs et comme je le dis à chaque fois, quand on fait les choses bien sur le terrain, derrière il y a les choses individuelles, mais je suis vraiment heureux et fier de mon parcours. Franck, on a écouté attentivement Karim Benzema, lauréat de ce trophée meilleur joueur UEFA 2022. À juste titre, il dit qu'il préfère gagner les titres collectifs, même s'il y a des individualités, ils n'ont rien lâché, parce qu'on lui posait la question, quelle était la magnifique ou la merveilleuse période qu'il a vécue lors de cette campagne 2021-2022 avec le sacre, encore une fois, du Real Madrid la dernière fois. Oui, c'est quelqu'un qui est intelligent sur le terrain et puis dans sa communication, dans ses réactions. Je pense que le football est un sport collectif. Karim Benzema, à lui seul, ne peut pas porter le ballon de la défense jusqu'à aller faire des performances qu'on lui connaît ces derniers mois. Donc, il avait vraiment bien fait de remercier le collectif ou bien de privilégier d'abord le collectif et derrière, il sait que oui, il a dit aussi qu'il y a des performances individuelles qui peuvent aussi compter, mais pour lui d'abord, c'est le collectif, c'est tout le groupe qui lui a permis quand même de gagner ce trophée. C'est la première fois qu'il gagne d'ailleurs ce trophée et par rapport aux performances qu'il a affichées ces derniers temps, il a complètement porté son équipe. Il est un capitaine courage exemplaire qui harangue sa troupe. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de débat là-dessus. Karim Benzema mérite amplement ce trophée qu'il a gagné. Je pense que oui, il le dit si bien, il le rend si bien à ses coéquipiers, à tout le club et à son entraîneur. Je pense que c'est très bien de sa part. Depuis 2013, on n'avait pas vu un Français soulever ce trophée. C'est désormais fait avec Karim Benzema, amplement mérité, rien à dire. Oui, c'est quand même un titre amplement mérité. La saison dernière, on a vu combien de fois Karim Benzema a porté le Real Madrid, tant en Liga qu'en Ligue européenne des champions. Et on a vu que cette équipe a rapporté ces deux compétitions d'ailleurs avec à la fois Karim Benzema buteur ou bien meilleur buteur, sacré meilleur buteur de ces deux compétitions-là. Et aujourd'hui, c'est quand même chose faite. Un autre joueur serait couronné aujourd'hui meilleur joueur UEFA. Ce sera un gros débat actuellement. Et pour moi, Karim Benzema est tout simplement sur son trône. Parce que la saison dernière, c'est lui, meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue européenne des champions avec 15 réalisations à son actif. Quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire et il a fait et aujourd'hui je pense tout simplement qu'il mange les fruits de son travail. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense véritablement que c'est ce qui a peut-être manqué à Robert Lewandowski la saison passée et le ballon d'or lui a été volé, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'il faut quand même arriver à surclasser tout le monde. Et c'est ce que Karim Benzema a fait en gagnant la Ligue des Champions également, en étant meilleur buteur. Mais la saison dernière... Et surtout présent dans les matchs décisifs. Évidemment, ça n'a pas été forcément le cas pour Robert Lewandowski. Donc on comprend mieux cette fois-ci pourquoi il n'a pas été sacré ballon d'or l'année passée. Maintenant, pour arriver à Benzema, je pense que Franck et Delano vont tout dit. C'est un joueur aujourd'hui de classe mondiale. Exemplaire pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui.
Karim Benzema est fier d'écouter parfois son nom dans les centres et académies de formation. Les jeunes enfants qui rêvent de se devenir voient en Karim lui. Benzema. Exactement. Il y a peut-être 5 ou 10 ans, ce n'était pas le cas. Exactement. Et tu écoutes seulement Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et autres. Mais aujourd'hui, c'est possible d'écouter ou d'entendre quand même le nom de Karim Benzema dans les centres académies de football. À 34 ans, il fallait quand même attendre son heure. Oui, je pense qu'il a été aussi très patient. Très patient. Oui, ça, c'est vrai. Il a dit qu'il est fier de son parcours. Exactement. Parce que c'est quelqu'un qui a été patient. On a vu quand même Cristiano Ronaldo lui porter de l'ombre. Oui. On a vu des joueurs qui sont passés, Manuel Adebayor, Higuaín et autres. Mais Benzema est resté patient. Donc Lukajovic n'a pas porté d'ombre à Karim Benzema. Vous n'êtes pas sérieux. Il a été l'homme de lui-même. Non, du tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, Benzema est arrivé au sommet de sa carrière. Au sommet de sa carrière. Et maintenant, on est fiers de lui. Oui. En affaire de libre. On rappelle que côté féminin, c'est bien Alexia Putellas pour la 2e année consécutive, bien qu'étant blessée et n'ayant pas participé à l'Euro féminin. Elle remporte ce trophée. Certains auraient attendu bis mid pour peut-être faire plaisir à l'Angleterre. Ça n'est pas le cas. Messieurs, désormais, on va s'intéresser au groupe de la Ligue des Champions, le CRU 2022-2023. Nous démarrons de façon chronologique avec la poule A, avec 10 Ligues des Champions, s'il vous plaît, pour l'Ajax et Liverpool réunis. On voit également dans cette poule le Napoli, Glasgow Rangers. Vicente, qui voyez-vous sortir de cette poule-là d'entrée? Naturellement, Liverpool. C'est vrai qu'aujourd'hui... Avec la forme du moment? Oui, c'est vrai que la forme du moment n'est pas aussi étincelante, mais il y a des raisons qui puissent expliquer tout simplement cette forme de Liverpool aujourd'hui. On sait que Sadio Mané n'est plus de la barque, il y a beaucoup de blessures à l'infirmerie, donc je pense que pour le moment, Liverpool n'est pas en point, mais avec cette poule-là, Liverpool peut s'en sortir quand même premier. C'est vrai qu'il y a l'Ajax. Oui, l'Ajax vient pas derrière pour aussi jouer. Pourquoi pas la deuxième? Il y a le Napoli également. Le Napoli, certes, mais je pense que l'Ajax... Donc Victor Osimhen ne pourra pas passer l'étape de la phase de poule, selon vous? Je pense qu'il a encore une marge de progression. Il est assez jeune. D'accord. Il pourra revenir. Il doit patienter comme Benzema. Dans les années à venir. D'accord. Il peut patienter pour le moment. Pour le moment. Groupe B, Franck, avec le FC Porto, l'Atlético, Leverkusen et puis le club Bruges. D'aucuns disent qu'il n'y a pas forcément de grandes empoignades dans cette poule-là, que ce serait un peu des matchs soporifiques. Oui, certains même ont dit que c'est des affiches de Ligue Europa, ce groupe B, mais on oublie quand même que le FC Porto est un ancien vainqueur de la compétition, exactement. donc c'est un club habitué aussi à cette compétition, même si ces dernières saisons, on n'a pas vu forcément le club portugais. Ça reste quand même un club à respecter. Derrière Atlético, 2 fois finaliste de la compétition, malheureusement qu'il n'a jamais gagné. Exactement. On a le Bayer Leverkusen, finaliste en 2000. Souvenez-vous, face au Bayern, face au Real, j'allais dire. Exactement. Et puis le FC Bruges qui reste, on va dire, le petit tonton de ce groupe B. Donc je pense que c'est un groupe ouvert. Et voilà, on peut se dire d'entrée que le FC Porto et l'Atlético pouvaient gérer les 2 premiers tickets, mais il faut faire très attention à ce club allemand, le Bayer Leverkusen. Et oui, il peut y avoir du piège dans cette poule B. Le groupe C, mesdames et messieurs, même s'il n'y a pas une dame sur ce plateau, 14 Ligues des Champions. À E3, le Bayern 6, le Barça 5, l'Inter Milan 3, et puis le petit tonton, je prête votre mot, Victoria Pilsen. À quoi s'attendre? Il faut quand même s'attendre à des empoignades assez intéressantes de ce côté-là également. Il y a de belles affiches. Il y a de très belles affiches, à savoir entre le Football Club Barcelone, le Bayern de Munich et puis l'Internationale. Ce sont quand même 3 équipes qui vont quand même disputer 2 places, qui vont quand même se disputer pour 2 places. Et aujourd'hui, on sent véritablement que le Bayern est déjà
favori du groupe. Maintenant, la deuxième place va se jouer entre l'Inter Milan et puis le Football Club Barcelone. Qui d'entre ces deux équipes vont véritablement aller chercher cette deuxième place. Oui. On va attendre d'ici septembre pour pouvoir jauger tout ça là. Nous sommes tout simplement actuellement au début du championnat et dans leur championnat respectif. Oui. Le Bayern a déjà planté 15 buts, s'il vous plaît. Merci de le rappeler. En 3 journées. Donc, vous lancez le message à qui? À l'Inter ou au Barça? Aux deux. Parce que les dernières confrontations avec le Football Club Barcelone également, je ne vais plus revenir sur ces scores. On en sait des choses. Et donc, en tout cas, on verra bien. On verra bien. Si le Barça, cette fois-ci, va essayer de la leçon. Justement. Pourquoi pas? On attend de voir. Ouais. Et on rappelle qu'il y aura également des retrouvailles. Robert Lewandowski qui va retrouver l'Alliance Arena et Mané, justement, qui va jouer contre son prédécesseur. Voilà. On verra exactement ce que ce duo-là va donner dans le match Bayern-Barcelone en aller et retour. Dans la poule D, on n'a qu'un seul vainqueur dans cette poule, c'est Marseille, avec la C1 remportée en 93 face au Milan AC. Il y a Francfort, Tottenham et le Sporting Lisbonne. Là aussi, il y a des matchs intéressants à suivre. Dans la poule E, nous avons le Milan AC, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. 9 Ligues des Champions au Milan et au Blues. Là aussi, il y a match, Franck. Oui, 9 Ligue des Champions, 7 pour le Milan et puis 2 pour Chelsea. Les yeux fermés, on dira que ces deux premiers clubs, ou bien ces deux clubs, Milan et Chelsea, ont la faveur des pronostics. Il y a Salzbourg qui arrive, c'est un club très accrocheur, qui ne démissionne pas. Et le Dynamo Zagreb, il faut également une petite considération par rapport à cette équipe. La surprise sera quand même de voir Salzbourg et puis Dynamo réaliser une certaine performance dans ce groupe. Autrement, les yeux fermés, c'est l'Inter, pas l'Inter, Milan AC et puis Chelsea. Et Chelsea qui vont peut-être avoir la grosse part du gâteau. On évolue, nous sommes désormais dans la poule F avec 15 Ligues des Champions, messieurs. Le Real Madrid qui en a seul 14. Il y a le Celtic Glasgow également qui a gagné il y a plusieurs années dans le passé. Leipzig et le Shakhtar Donetsk. Oui, au vu de l'histoire, il n'y a pas match parce que le Real Madrid surclasse tous ces clubs. Tirage facile. Vous l'avez déjà dit, 14 Ligues des Champions. Tirage facile. Répondez à ma question. Non, je ne pense pas. Yaya Touré a été clément pour le Real Madrid. On peut dire que oui, le Real a hérité d'un groupe plus ou moins exigeant. Mais je ne pense pas que ce soit un tirage facile parce qu'on se rappelle de la saison dernière. Ils ont déjà battu le Shakhtar. Tiraspol. On se rappelle de ce club-là. Donc, il va falloir que le Real fasse beaucoup attention. C'est des clubs joueurs aussi qui jouent beaucoup. Leipzig, Shakhtar, Celtic Glasgow. Shakhtar, mais ils ne sont pas aussi armés que le Real Madrid. Ils ne sont pas aussi armés que le Real Madrid, mais c'est des clubs qui peuvent créer l'exploit, qui peuvent créer la surprise. Et donc, j'espère que le Real a appris cette leçon des shérifs Tiraspol. Donc, il va falloir faire beaucoup attention à ces clubs-là. D'autant plus qu'on sait que dans les poules, le Real n'est pas forcément c'est à partir des huitièmes de finale. Donc voilà, il va falloir faire beaucoup attention. Le Real Madrid, 14 Ligues des Champions, s'il vous plaît. C'est un tirage facile. C'est un tirage facile. Vicente ne veut pas lâcher le mot. C'est un tirage facile lorsqu'on parle de l'histoire, lorsqu'on parle du vécu, de l'expérience et de tout ce que le Real a gagné face à Leipzig qui est en train d'apprendre de s'installer sur l'échiquier européen, face à Shakhtar. Ce club est un club qui embête, c'est vrai. La dernière fois même, il y a 2 ans, je crois qu'ils ont battu le Real. Donc voilà, et Celtic Glasgow qui reste aussi un ancien vainqueur. Tous ces clubs ne pourront pas, même s'il y a des surprises, il peut y avoir un faux pas pour le Real, mais le Real a hérité d'un tirage facile. Mais qu'est-ce que peut faire Leipzig, que peut faire Shakhtar, et puis que peut faire Celtic devant. Voilà, cette équipe. De toutes les façons, le Real va passer premier et puis le deuxième, on le cherchera. Dans le groupe G, on aura Manchester City, le FC Séville, Dortmund, Copenhague. Et là aussi, il y a des retrouvailles entre Erling Braut Haaland et Dortmund. Un aller-retour intéressant. Justement, il sera quand même scruté durant ces 2 rencontres-là, à l'aller comme au retour.
même si lors de son voyage au niveau de Dortmund au Signal Iduna Park, il sera réellement attendu parce que c'est là et surtout bien accueilli. Hein. Bien accueilli, parce que c'est un gamin qui est bien adulé de ce côté-là également. Mais sur le terrain, on ne lui fera quand même pas de cadeau parce que ça va cogner justement. Et on verra bien si qui d'entre Dortmund et puis le Football Club Séville va quand même essayer d'accompagner Manchester City, parce qu'on sait, oui. Vous ne voyez pas FC Copenhague FC Copenhague, oui. La surprise serait que Dortmund ou encore le Football Club Séville soit classé 4e de ce groupe-là. Oui. Parce que le FC Copenhague, aujourd'hui, je ne crois pas véritablement que eux-mêmes, hein, même si... Vous pensez qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire? Même si on peut quand même avoir des ambitions. Oui, ambition mesurée. Ambition mesurée. Alors, on atterrit dans la poule H désormais avec la 4 Ligue des Champions. Ces deux équipes. La Juventus en a 2, le Benfica également en a glané 2, accompagné du Paris Saint-Germain, du Maccabi Haïfa. Franck, là aussi, le Paris Saint-Germain est plus ou moins verni. Bon, moi, je trouve pas. Je pense que c'est un groupe compliqué pour le Paris Saint-Germain. Au-delà de tout ce qu'on peut penser de cette équipe, oui, on a le Paris Saint-Germain, on a la Juve qui l'a gagné à 2 reprises, Benfica aussi. Oui. Mais il faut faire très attention, surtout que ce match entre le Paris Saint-Germain et la Juve, il y aura des joueurs qui sont partis, surtout de Rabiot, de Di Maria et puis d'autres, voilà, qui vont vouloir peut-être accrocher leur ancienne maison. De l'autre côté, Benfica, ce club ne pardonne pas. C'est un club qui joue très bien, qui sait tenir tête aux grands. Donc, va falloir faire tellement attention à cette équipe portugaise et puis le Maccabi Haïfa que beaucoup considèrent que bon, c'est lui ou bien cette équipe qui va pouvoir distribuer les points. On se souvient qu'il y a beaucoup d'années, cette équipe a empêché le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe de pouvoir aller de l'avant. Donc, il faut faire très attention. Les joueurs parisiens doivent avoir la tête sur les épaules pour pouvoir jouer cette compétition. Mais attention à la Juve et puis au Benfica. Votre avis sur cette poule H, Vicente? Non, je pense que le Paris Saint-Germain va survoler cette poule-là. Elle n'a pas le droit d'avoir peur? Non, du tout pas. C'est vrai que la Juventus va constituer un petit obstacle, mais comme Franck le dit, je ne pense pas que au Portugal, le Benfica... Ça joue là-bas. Oui, ça joue vraiment au Portugal, certes. Mais avec ce que le Paris Saint-Germain a déjà commencé par présenter dès ce début de saison, c'est vrai que les réalités d'aujourd'hui ne seront pas forcément les réalités du début de cette Ligue des Champions. Mais je pense que le Paris Saint-Germain a les armes nécessaires, des arguments pour tout simplement faire valoir sa suprématie dans cette poule-là. C'est vrai que la Juventus aujourd'hui, un petit peu désarmée, mais elle s'est renforcée de quelques côtés. Donc, et on annonce également le retour d'Arkadiusz Milik du côté de la Juve, au côté de Vlahovic. Évidemment, donc on peut constituer un petit obstacle pour le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'avec Messi, Neymar et Mbappé, avec ce trio-là, le Paris Saint-Germain devrait occuper la première place de cette poule-là et penser à autre chose. Pourquoi pas la MNM attendue cette saison avec un certain Sergio Ramos qui a déjà gagné plus d'une fois la Ligue des Champions. Messieurs, je voudrais qu'on revienne un peu sur le groupe D, on n'en a pas parlé. Francfort, Tottenham, Sporting Lisbonne, l'Olympique de Marseille. Est-ce que Marseille aussi peut se frotter la main et remercier le ciel de ne pas être tombé sur des gros comme le Real, le Bayern ou encore Liverpool? Mais en même temps, c'est un groupe compliqué pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait très bien que sur les dernières sorties de cette équipe, sur le plan européen, ça a toujours été des défaites ici et là. Ils détiennent la pire série de défaites en Ligue des Champions. Justement, avec 12 défaites d'affilée. Et aujourd'hui, surtout, ça a été la qualification de Benfica Lisbonne qui a fait que l'Olympique de Marseille se retrouve dans le pot 4. Et ce qui a fait que cette équipe a hérité plus ou moins. C'est vrai que Tottenham récemment a quand même essayé de jouer une finale de Ligue des Champions. Il y a également Francfort qui jouait la Super Coupe d'Europe. Et qui a gagné la Ligue Europa. Qui a gagné la Ligue Europa. Ce sont quand même des équipes, oui, sur le plan européen, ne sont pas véritablement des foot de guerre. Mais attention, face à Marseille, actuellement, Eric Bailly a rejoint le groupe. Ça fait la 11e recrue.
on verra bien ce que Igor Tudor va essayer de concocter, va essayer de mettre en place pour aborder cette compétition, justement, parce que l'Olympique de Marseille est quand même le seul club qui a remporté la Ligue des Champions dans ce groupe-là. Et les autres vont quand même essayer aussi, tout comme l'Olympique de Marseille, aller chercher une place au second tour. Et pourquoi pas, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'Africains du côté de l'Olympique de Marseille. Et donc, je leur souhaite tout simplement bonne chance. Franck, est-ce que l'OM peut rêver des huitièmes de finale à partir de cette poule-là? D'abord, il faut signaler que l'OM doit remercier le ciel de ne pas... Et surtout Yaya Touré. Oui, de ne pas tomber sur des clubs comme Liverpool, le Bayern, le Barça et puis tous les autres. C'est un groupe abordable, ouvert à tous les niveaux, même s'il y a le vainqueur de la Ligue Europa, Francfort, même s'il y a le vice-champion d'Europe 2019, Tottenham. Oui, Tottenham, c'est un sacré Sporting client. Lisbonne, oui, ce sont des clients assez difficiles. Même Marseille doit pouvoir corriger cette série noire en faisant cette fois-ci une bonne performance, en essayant quand même d'aller disputer les huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, Marseille reste le seul club à avoir gagné la compétition dans ce groupe D. Sur ce plan, on se dit que c'est un club qui a du vécu, mais certes, ces dernières années, sur le plan européen, c'est du n'importe quoi, on peut dire. Donc Marseille doit pouvoir aller chercher une qualification. Francfort peut être à sa portée. Tottenham, il y a plus de vitesse, plus d'engagement avec les joueurs qui sont là cette saison. Ça va être compliqué. Sporting, là aussi, Marseille peut avoir son mot à dire. Donc, voilà, on peut saisir sa chance si on joue bien, si Igor Tudor a essayé de mettre en place les meilleures combinaisons. Je pense que Marseille pourrait avoir son mot à dire. Avec peut-être l'apport d'expérience d'un certain Alexis Sanchez. On verra tout ça, comme vous l'avez dit également, Eric Bailly qui a débarqué du côté de l'OM. On attend Cristiano. C'est le fantasme marseillais. Le président a dit qu'il ne faut pas donner de faux espoirs. Ou bien le Sporting Lisbonne. Justement, concernant le Sporting, selon les dernières infos, on les prend avec beaucoup de pincettes. Georges Mendes serait en train d'activer une arrivée peut-être, je dis bien peut-être, de Cristiano Ronaldo aux côtés du Sporting, là où tout a commencé, pour pourquoi pas disputer la Ligue des Champions. On rappelle que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, 141 buts. avec 15 ou 16 buts d'avance que Lionel Messi. Ouais. Attention, si Messi, voilà. Bon, qu'est-ce qui vous fait rire autant? Il a peur de se faire rejoindre. C'est une possibilité. 141 buts, meilleur passeur décisif. Il a tout par rapport à cette compétition. Et cette année, ce sera pas au rendez-vous. Ben bon. Je pense d'ailleurs que Cristiano Ronaldo a été le joueur qui a le plus suivi le tirage du groupe de Paris. Et pourquoi? Pour voir un peu les clubs auxquels Lionel Messi sera face. Vous n'êtes pas sérieux. Bon, tout ça, en tout cas, ça reste dans la bonne humeur. Cristiano est toujours à Manchester United. Il sera privé de la Ligue des Champions, mais va jouer la Ligue Europa. Moi, je pense qu'il est parti pour rester. Pour rester, n'est-ce pas? Avec la Ligue Europa, dont le tirage au sort se fera ce vendredi. On reviendra lundi pour évoquer les différentes poules de cette Ligue Europa. Messieurs, on a fait le tour, mais une question piège en 10 secondes. Franck, qui voyez-vous gagner cette Ligue des Champions, même si le démarrage est prévu pour le 6 septembre prochain? Très difficile de le dire. Maintenant, le Real nous a montré qu'on peut être moribond entre griffes et gagner la compétition. Voilà. Derrière, on peut citer également le Bayern. Le Barça qui revient également. Donc, voilà, c'est votre trio. Vicente? Oui, je pense que le Real peut reconduire son règne. Bon, ils ont ça dans le sang. C'est possible, puisqu'on l'a déjà vu avec Zidane. On rappelle que Tchouaméni a déjà remporté un trophée. Oui. Bon, ok. Donc je pense qu'après le Real, il y a aussi le Bayern. Le Bayern, constitue un véritable client pour cette compétition. Pour cette compétition. Et votre troisième, sans oublier le Barça également. Le Barça peut faire un exploit. Vous croyez qu'ils peuvent revenir? Oui. D'accord. Avec les joueurs qui y sont, je pense que si le Barça joue sérieux et concentré, pourquoi pas? Mon cher Delanov. Au trio que Vincent et puis Franck ont cité, moi je vais quand même ajouter deux autres. Allez-y. Donc ce sera Man City et puis le PSG. Ah,
D'accord. Non, mais c'est des clubs de demi-finale. C'est l'avis de Delanov. Ces deux clubs ont déjà joué une finale. Exactement. Okay. Voilà. Exactement. Merci, messieurs. Nous poursuivons l'aventure et nous baissons les rideaux concernant cette première partie. La seconde, il s'agira des majeurs. Nous remontons le générique PFE et derrière, nous démarrons le tour des majeurs. Première Ligue Express News. Nous sommes au royaume de Sa Majesté et à tout seigneur, tout honneur. On commence avec Arsenal qui est leader seul de la Première Ligue. Eh bien oui, mon cher Elom Adovon, vous êtes étonné, mais c'est la réalité. 3 matchs et 3 victoires pour les Gunners. Et Arsenal qui joue la 4e journée ce samedi face à Fulham. Ça reste un derby de Londres, un match intéressant à suivre. Côté Gunner, on a des joueurs comme Bukayo Saka, Gabriel Jesus ou encore Odegaard. Mais côté Fulham, attention, il faut faire extrêmement attention à un certain Alexander Mitrovic. C'est un joueur extrêmement efficace. Les autres matchs attendus ce samedi, on a Southampton contre Manchester United. Messieurs, je voudrais qu'on se mouille un peu le micro concernant cette victoire de United face à Liverpool la dernière fois. Franck, vous étiez étonné, surpris par l'attitude des joueurs de United face à Liverpool? Surpris d'abord parce que c'est des joueurs complètement métamorphosés, des joueurs qui ont pris la décision d'aller chercher les 3 premiers points de la saison parce que, ayant déjà connu, on va dire, 2 défaites sur les 2 premières journées. Et contre quelles équipes aussi? Voilà, il fallait réagir. Il fallait réagir et contre quelle équipe? Liverpool qui avait aussi des difficultés. Le rival qui avait historique. 2 petits points en 2 matchs. Donc on savait que ça va être un match difficile, mais la dernière fois, on a vu une très belle équipe de Manchester United dans tout. Ça vous rappelle des tous choses, les niveaux. Oui, bien sûr. À tous les niveaux, des joueurs décidés à aller vite. Ils ont apporté de la vitesse, de la détermination, de la volonté jusqu'à la fin de ce match. Donc, je pense que c'est là la surprise. Maintenant, de l'autre côté, c'est que Manchester avait cette obligation de réagir et de gagner. On ne peut pas se permettre d'aligner 3 défaites d'affilée de rang en début de saison. Eric Ten Hag pouvait être sur la sellette. Donc, ils ont joué et sur l'ensemble du match, je pense qu'ils méritent cette victoire face à Liverpool. Vicente, pourquoi avoir attendu la 3e journée pour enfin sortir la tête de l'eau? Non, je pense que moi, je l'avais déjà dit que ce derby-là, ce serait un peu différent par rapport aux performances déjà alignées pour Manchester United et Liverpool, parce que vous savez, un derby, c'est un tout autre match. Donc voilà, on a quand même senti une envie, une certaine combativité, un esprit de gagne dans cette équipe de Manchester United qu'on n'a pas vu auparavant. Donc on a quand même vu des joueurs comme Rashford, déballer tout le temps, Martial qui a été exceptionnel. Donc, je pense qu'avec Jadon Sancho, évidemment, quel but, qui a mis un but incroyable. On a vu même un Sa but. Majesté Ronaldo applaudir. Un but approuvé par Cristiano Ronaldo, ça veut dire quelque chose. N'est-ce pas? Donc, je pense que Manchester United est arrivé quand même à décrocher cette victoire. Et comme Franck l'a dit, c'était obligatoire pour cette équipe de remporter cette victoire-là, parce qu'une 3e défaite d'affilée, ce serait quand même un record. Catastrophique. Donc voilà, je pense que c'était quand même ça. Ça a été le fruit d'un esprit de combativité, de détermination de cette équipe-là. C'est vrai, Liverpool a été en dedans, mais vers la fin du matin, on a senti quand même une équipe de Liverpool qui revenait. Hélas, le temps n'était pas suffisant. Aussi élastique. Hein. Voilà. Il n'y a pas de club club time, on Fergie time à l'époque. Mon cher Delanov, comment vous expliquez cette froideur dans le jeu de Liverpool face à United? Pour moi, d'abord, le poids de l'histoire a quand même joué dans cette rencontre. On sait que ce sont quand même les 2 meilleures équipes du royaume, avec 20 titres pour le Manchester United et puis 19 pour Liverpool. Aujourd'hui, quand on voit Liverpool, on sent véritablement que ça ne va pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, mais il faut quand même rappeler ceci, la 7e saison ou bien la 7e année de Jürgen Klopp. Elle est de trop? Pas de trop, mais ça a toujours été des années difficiles pour le technicien allemand. Je me rappelle encore quand il était du côté de Mayence, lors de la 7e année, il a été relégué en 2e division, Bundesliga 2.
Et quand il était encore du côté du Borussia Dortmund, on a vu que c'est une équipe qui a fini 6e ou bien 7e comme ça. Et après, il a quitté la barque. Aujourd'hui, nous voici encore dans sa 7e année du côté de Liverpool. Quelle sera la saison? On verra certainement ce que le technicien allemand va essayer d'apporter à son équipe. Et la dernière fois, on a vu que c'était un tout autre Manchester United qui était là avec beaucoup d'envie. Il y avait des choix également qui ont été faits par... Notamment Cristiano Ronaldo et Maguire sur le banc. Sur le banc, on a vu le duo Varane et puis Hernandez qui a véritablement tenu la baraque. Mais attention. Et le jeune Martial également. Le jeune Martial également. Contre Mo Salah. Il était partout sur le terrain. Voilà, on verra sur la durée surtout. On espère vivement que ce succès sera un succès fondateur. Pourquoi pas l'acte de naissance ou de renaissance de Manchester United. On attend de voir, ils arrivent, qui réagissent sur la plateforme PFE qui dit ils n'ont pas attendu la 3e journée avant de sortir la tête de l'eau, mais ils avaient juste pas le choix. Donc, vous comprenez que United n'avait pas le choix. On rappelle que United se déplacera sur la pelouse de Southampton. Chelsea également en méforme joue à domicile contre Leicester, avant-dernier du classement. C'est pas du tout rose également pour les Foxes. Manchester City, calé la journée précédente sur la pelouse de Newcastle, accueille Crystal Palace de Wilfried Zaha. Attention, Liverpool joue à domicile contre Bournemouth. Brentford reçoit Everton, Brighton contre Leeds United. Et puis dimanche, on aura 3 matchs importants. Aston Villa face à West Ham United qui n'a toujours pas gagné en championnat. Wolverhampton, la colonie portugaise de Wolverhampton qui accueille Newcastle United. Et puis Nottingham Forest avec le désormais Serge Aurier qui a débarqué du côté de Forest va jouer à la maison face à Tottenham. On rappelle que Liverpool, Everton, Wolverhampton, Leicester et West Ham n'ont toujours pas gagné le moindre match en Première Ligue après 3 journées. On verra tout ça le lundi, ce qui va se passer dans les différentes escouades. Fini pour la Première Ligue. Destination. Aquí está la Liga Española. Nous sommes dans le pays du futur Ballon d'Or 2022. Nous allons parler de la Liga espagnole. Le calendrier de la prochaine journée avec vous, Delanov. Attention. Je ne suis pas encore habitué. Vicente, pardon. On se ressemble tellement que... Non, vous ne me ressemblez pas du tout. Pas du tout. Vicente, c'est à vous. Oui, il faut dire que la deuxième journée n'avait pas clos ces portes. L'autre fois, on se rappelle qu'il y avait un certain Elche. Il y avait 2 matchs, non? Ouais. 2 matchs en retard. Il y a eu jeu égal entre Elche et Almeria, un but partout. Après, Retafe s'est incliné encore une fois en déplacement face à Girona, 1-3. Malheureux. C'est compliqué pour cette équipe de Retafe. Ça fait quoi, 2 matchs de défaite? Oui, 2 matchs de défaite. Retafe bon dernier. Bon dernier. Il faut se relever là. C'est difficile pour l'équipe de Dieng Dakonam, mais je pense qu'il doit se relever avec ses coéquipiers parce que le devant sera très dur quand vous, à un début de championnat, vous affrontez Girona et autres et vous perdez. C'est vrai que le premier match a été contre l'Atlético de Madrid. Mais il y a le Barça qui vient. Attention. Il y a le Real qui est aussi en chemin. Et puis d'autres clubs. Évidemment, il va falloir se ressaisir tôt pour vivement, aller de l'avant. Vivement. Le calendrier de la 13e journée, aujourd'hui déjà, il y aura Celta Vigo qui va se déplacer pour jouer Girona à 18h. Le Betis va se confronter à Osasuna. Et le samedi, demain, il y aura Elche Real Sociedad. Mallorca va se mesurer à Rayo Vallecano. Almeria va jouer Séville. Et le dimanche, il y aura Retafe qui reçoit Villarreal. D'accord. Dur encore une fois. Intéressant. Bon, on attend de voir. On attend de voir ce qui va se passer. Exact. Barcelone, de Robert Lewandowski, va accueillir Valladolid. D'accord. Et le Real se déplace encore une fois à Espanyol. D'accord. En Catalogne. D'accord. Pas pour affronter le FC Barcelone, mais pour affronter l'Espagnol de Barcelone. C'est un mini classico. On peut l'appeler un mini classico parce que l'Espagnol de Barcelone aussi rentre parfois dans l'esprit du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est toujours l'esprit catalan. Donc, et après, l'Atlético Bilbao se déplace à Cadiz. Oui. Et le lundi, l'Atlético Madrid va jouer Valence. C'est un air d'Europe.
Ouais. Un air d'Europe entre l'Atlético et Valence, Évidemment. qui nous ont habitués à une certaine époque à disputer les coupes européennes et surtout à être en finale. Mais pour Évidemment. l'instant, on pourra dire, voilà, le passé glorieux est très, très, très loin derrière. Oui, il y a beaucoup qui se demandent pourquoi le Real s'est déplacé 3 fois de suite. Exactement, C'est allez-y. pour des raisons de réflexion Oui. du stade Santiago Bernabéu. Qui est toujours, en tout cas, une bonne partie Oui, une bonne du terrain, partie, du stade. Donc je pense que d'ici 2 semaines, D'accord. le stade sera prêt. Oui. Et donc va accueillir plus de monde que la saison dernière. Et se faire beaucoup d'argent également. Il Évidemment. faut le rappeler. Merci, gracias muchas, mon De cher nada, Vicente. Angelo. Et nous poursuivons notre balade européenne. Désormais, nous sommes du côté de... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Le championnat d'Allemagne où Sadio Mané s'y plaît bien, Franck. On démarre avec les nouvelles du Bayern. Le Bayern, pour le compte de cette 4e journée, aura affaire à Mönchengladbach, qui est le 2e au classement. Incroyable. Ce qui veut dire qu'il y a match entre les deux clubs. Souvent, c'est un club qui pose des problèmes aux Bavarois. Donc, il va falloir être prêt pour ce match dans la vision de cette 4e victoire d'affilée Exactement. qu'on cherche du côté du Bayern de Munich. Ça veut dire que le Bayern aura fort à faire face à Mönchengladbach. Et l'on va continuer avec le programme de cette 4e journée. C'est comme d'habitude, Oui. ce vendredi déjà, il y a Fribourg qui est classé 5e, qui va jouer contre le dernier, Bochum. Tout de suite, on pourra dire que ça pourrait passer pour Fribourg. Mais attention, samedi, ce match entre Leipzig et puis Wolfsburg. Vous savez que Leipzig n'arrive pas à suivre le rythme en ce début de saison. Tout à fait. Seulement 11e au classement, qui joue contre Wolfsburg. De l'autre côté, Hertha Berlin devra accueillir le Borussia Dortmund, battu la dernière fois de façon surprenante. On menait 2-0 et après on s'est incliné 3-2. Ça fait très mal. La question, c'est de se demander si les jaunes et noirs ont pu digérer cette déroute à l'arrivée. On le verra. Mayence qui surprend en ce début de saison, qui est 4e d'ailleurs, va jouer contre le Bayer Leverkusen. Ça va mal, hein. Ça va très mal, 17e. 0 points, Oh là là. aucune victoire pour le moment pour le Bayer Leverkusen. Oui. Donc voilà, normalement ça devrait passer avec tout ce que Mayence est en train de montrer. Ça devrait Exactement. passer pour l'ancien club de Jürgen Klopp. Schalke 04 va recevoir Union Berlin. C'est un match difficile également pour Schalke, 13e, et qui va jouer contre le 3e au classement. Donc il y a également des choses à retenir à ce niveau. Hoffenheim, qui reste sur 2 victoires, accueille Augsbourg. Et derrière, on aura dimanche 2 matchs pour boucler cette 4e journée. Cologne va jouer contre Stuttgart, et puis Werder Bremen qui accueille Francfort. Messieurs, Sadio Mané déjà en tête des meilleurs buteurs de Bundesliga. Quel commentaire, Ça Vicente? n'étonne pas. Sadio Mané a déjà fini dans le classement des meilleurs buteurs en première ligue. Donc, la première ligue comparée à la Bundesliga. Un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Donc, ça n'étonne pas. On sait que Sadio Mané, c'est vrai, ce n'est pas forcément un fin buteur. Mais il essaie quand même de faire partie des meilleurs buteurs. Je pense qu'arriver en Bundesliga, normalement, il devrait le faire, puisque celui qu'il vient remplacer était quand même le meilleur buteur à chaque fois. Cela constitue un défi pour lui. Je pense que cela n'étonne pas. Mais on attend de voir s'il va finir meilleur buteur, puisque aujourd'hui, il est quand même la figure de proue. Exactement. Pourquoi pas de cette équipe, mais de la Bundesliga en général. Tout entière. Vicente l'a dit, on ne va pas faire de comparaison Mané-Lewandowski. Les deux évoluent dans 2 registres différents. Mais est-ce que Mané pourra faire oublier Lewandowski, ne serait-ce que pour ce début de saison? Ne serait-ce que pour ce début de saison, je crois que c'est déjà réussi. D'accord. Parce qu'avec tout ce que le Bayern a quand même mis en place pour accueillir le Sénégalais, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas eu tout cet tapage-là autour de la venue de Robert Lewandowski, même si on connaît la qualité du joueur. Il y a également des Africains qui se retrouvent aujourd'hui du côté de l'Alliance Arena pour pouvoir voir ou bien regarder Sadio Mané jouer, des Sénégalais surtout avec leur fameuse chanson. Et pour moi, pour Sadio Mané, ça doit normalement le faire parce que Vincent vient de lâcher quand même le mot.
C'est vrai, il est quand même un joueur d'un autre registre que Robert Lewandowski, mais c'est un championnat qui est beaucoup plus ouvert. Là, on voit combien de fois le Bayern arrive quand même à planter pratiquement 4, 5, voire 6 buts dans beaucoup de ses matchs. Oui. Et je crois que le Sénégalais, avec ses performances-là sur la durée, à chaque fois, ça devient un défi pour lui, hein. J'ai marqué la journée précédente, pourquoi pas ne pas essayer de marquer encore la journée qui arrive. Et avec ce défi-là, on connaît le monsieur, c'est quand même un lion. Il ira quand même chercher, pourquoi pas, ce titre de meilleur buteur à la fin du championnat. On attend de voir exactement parce que Lewandowski, c'est un monstre en matière de buts. Lorsqu'il évoluait du côté du Bayern Munich, plus de 360 buts marqués avec cette tunique rouge du côté du Bayern. Franck, avant de vous laisser, il y a également cette progression sensible de Jamal Musiala dans le jeu bavarois. C'est l'un des hommes forts du Bayern de Munich. La dernière saison, Nagelsmann le faisait jouer comme joker, il rentrait souvent, mais sur les derniers matchs, il joue comme titulaire. Il a d'ailleurs marqué aussi, tout comme, j'allais dire, Sadio. Le même nombre Mané, de buts en autant de matchs. Je pense que c'est un jeune joueur très prometteur, sur qui compte beaucoup Julian Nagelsmann, et il le fait si bien. C'est un joueur qui peut frapper, qui peut casser les lignes avec ses passes, qui peut dribbler. Exactement. Donc c'est un joueur complet finalement, mais il est très jeune. C'est son avantage et je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe du Bayern. Les deux joueurs, Sadio Mané et Jamal Musiala, sont attendus pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On attend de voir tout ça à partir de novembre 2022, la prochaine destination. Benvenuto Calcio Italia. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je vais tourner à Milano pour la prochaine journée de Serie A italienne. Mais déjà le lundi, il restait quand même 2 matchs pour que la deuxième journée puisse finir avec l'AS Roma qui accueillait Cremonese. Voilà. Et à l'arrivée, l'AS Roma a quand même réussi à s'arracher les 3 points de la journée. Grâce à qui déjà là? Grâce à Chris Smalling sur un coup de tête. On a un ancien de Manchester United. Un ancien de Manchester United. Perdu, hein. Aujourd'hui, il y a les dreads sur la tête. Il a totalement changé. Il s'est métamorphosé. Totalement. Pour que les choses aillent mieux. Intéressant. Conseil à qui? Il n'aimerait pas être, en tout cas, aujourd'hui à United. Hein. Et donc aujourd'hui, Roma a quand même réussi à avoir les 3 points, comme je le disais. Ça fait 2 victoires d'affilée pour l'équipe de José Mourinho. Efficacement. Il n'y a rien à dire. 1 but à 0. Ça suffit pour Mourinho. Ça suffit largement pour le Special One. Et la dernière rencontre opposée, la Sampdoria et puis la Juventus de Turin. Score final, 0 but partout. Incroyable. Mais c'est mieux que de revenir avec une défaite à la maison. Et on sent véritablement que les choses ne vont pas bien du côté de la Vecchia Signora. Parce que déjà, il y a quand même des banderoles qui stipulent que Maximiliano Allegri puisse quitter la barque. Il a perdu la main? Est-ce qu'il a perdu la main? Pour moi, je crois que c'est quelqu'un qui connaît la maison. Et la saison dernière, ce n'était pas vraiment ça. Même s'ils ont fait une remontée? Même s'ils ont fait une remontée, cette saison, ça commence avec un pied également. S'il faut dire que la Vecchia Signora a perdu sa canne, point d'interrogation. J'aime bien l'image. Hein. Vous imaginez la vieille dame qui marche sans canne. Ça va à pas de caméléon. C'est difficile. À pas de caméléon. Il peut tomber à tout moment. Voilà. Triste réalité. Et la réalité aussi, c'est que ça fait... nous sommes dans la 3e année où la Juve n'a plus gagné de Scudetto. Vous comprenez que la canne, vraiment... il faut la renforcer. Voilà. On va enchaîner avec vous, mais on reste avec la Juventus qui a un gros match ce week-end. Oui, la Juve joue l'AS Rome ce week-end. Et déjà, c'est demain à partir de 18h45. C'est une rencontre à suggérer aux gens. À la Juve de ne pas perdre face à José Mourinho. Attention à la Juve, surtout face à qui? Face à José Mourinho, qu'on connaît très bien avec ses conférences de presse. Mais même si ces derniers temps, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui communique assez fluently. Et aujourd'hui, on verra
ça. Fluently, c'est italien également? Non, c'est anglais plutôt. À la José Mourinho. À la José Mourinho, on connaît très bien sa manière de communiquer. Et les autres affiches, rapidement, tout commence ce soir à 16h30 avec le promu Monza qui reçoit l'Udinese. D'accord. À 18h45, la Lazio joue l'Inter Milan. C'est également un match à suivre avec Lazio, avec l'ancien de Chelsea et de Naples, Mauricio Sarri, oui, qui va accueillir l'Inter Milan de Romelu Lukaku et puis de Lautaro Martinez. D'accord. Demain, à 16h30, Cremonese, tous les promus. L'information actuellement, ce n'est pas vraiment ça, c'est toujours des défaites. L'apprentissage est compliqué. Cremonese reçoit Torino FC. D'accord. La Juve joue l'AS Rome, on vient de le dire. Oui. Le Milan AC va accueillir à San Siro Bologne. D'accord. Et puis la Spezia joue Sassuolo. Le dimanche, on aura 4 rencontres, 2 à 16h30. À savoir Hellas Vérone qui reçoit l'Atalanta Bergame et la Salernitana qui joue la Samp. Et puis à 18h45, la Fiorentina joue le Napoli, actuellement leader de ce championnat avec Chiva Varadona. Chiva Varadona, comme vous l'avez dit, c'est ce joueur-là qui fait les choux gras de la presse italienne en ce moment. On attend de voir exactement ce qui va se produire durant ces matchs et on reviendra lundi pour planter le décor en ce qui concerne les différents résultats. Grazie mille. De nada. Merci beaucoup et on se dit à très très vite. On se dit à lundi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Et lundi, c'est juste la porte à côté. Justement. On n'a que 2 jours. 2 jours seulement. On revient très vite. 2 petits jours. Et l'on boucle. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Et nous bouclons le tour des majeurs. Nous sommes dans l'Hexagone, chapitre 4 de la Ligue 1. Ajaccio-Lille, c'est déjà ce vendredi. Lille qui doit se remettre de la gifle reçue par le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Samedi, Auxerre accueille Strasbourg. Rennes est en déplacement au Racing Club de Lens. La plupart des matchs, en tout 7, vont se dérouler dimanche. Nantes-Toulouse, Nice, Olympique de Marseille, c'est le derby de la Côte d'Azur. Brest-Montpellier, on aura 3 Angers. Lorient-Clermont Foot, Reims-Lyon. Oui, et puis le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco. Franck, Monaco, retard à l'allumage, compliqué début de saison pour les Monégasques. Oui, début difficile pour les Monégasques qui sont dans la deuxième partie du tableau, 11e on va dire. Cette élimination en Ligue des Champions a semblé laisser des traces. Pour le moment, c'est pas un club qui semble aller de l'avant. La dernière fois, vous l'avez dit, face à Lens, qui a gagné 4-1. Donc ça ne ressemble pas à cette équipe de Philippe Clément. Donc voilà, Monaco a besoin de se relancer, de se faire une nouvelle image dans ce championnat parce que lorsqu'on parle du championnat français, Monaco fait partie quand même du top 3, on peut le dire, de la Ligue 1. Donc c'est pas des résultats qui font du bien à ce club. Le prince de Monaco, on sait très bien, c'est un véritable footeux. Et vous attendez au réveil de Ben Yedder, même si Tchouaméni a quitté le groupe. Comment vous expliquez cette méforme c'est difficile des rouges et blancs pour un club de la principauté comme ça de demeurer une entreprise de business et rêver tenir tête à une équipe comme le Paris Saint-Germain. On rappelle que c'est Monaco qui a révélé Kylian Mbappé. Évidemment, pas seulement on le rappelle. Lui, non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, il y a Bernardo Silva, il y a eu des Bakayoko, Benjamin Mendy, même si aujourd'hui... Exactement. Bon, il est dans une autre situation compliquée. Non, Monaco aujourd'hui est en difficulté. Oui. Et donc moi je pense qu'il va falloir pas seulement recruter les jeunes joueurs, mais aussi constituer une équipe d'hommes. Pour vous, il faut des expérimentés aux côtés des jeunes. Des expérimentés, il faut recruter. Des joueurs qui ont déjà acquis de l'expérience. Oui. Comme Marseille le fait actuellement. Marseille a recruté des joueurs de part d'autres qui ont quand même acquis de l'expérience. On parlait de Baye qui est arrivé hier Alexis Sanchez. Oui, moi je pense que Monaco doit aussi prendre exemple sur Marseille pour pouvoir faire le poids et avancer. Sinon, aujourd'hui, l'équipe est pratiquement très jeune. Oui, relativement jeune, mais moins d'âge de 22-23 ans. Oui. C'est difficile pour ces jeunes-là de quand même tenir tête à des joueurs qui ont déjà eu la masterclass. Oui, on attend de voir Paris Saint-Germain, l'AS Monaco au Parc des Princes. Messieurs, on rappelle également que Nicolas Pepe est de retour en France. Véritable flop du côté
côté de l'Angleterre. Il avait coûté 80 millions d'euros. Il a débarqué à Arsenal. 3 saisons les plus compliquées. Il revient à la maison. C'est quand même incroyable, la carrière d'un joueur de football. On est arrivé presque à la fin de cette aventure, messieurs. On va sûrement, naturellement, dire bonjour à certaines personnes. Mon cher Delanov, vous avez quelques salutations à faire? Naturellement, il y a des gens qui nous suivent et qui nous encouragent tout le temps. Je vais quand même penser tout de suite à Soanou Marcelin, un ami depuis les bancs avec ses 12 années de fidélité à cette émission. Mais je précise qu'il y en a qui sont plus qui sont dans la longévité que lui. Mais il doit être peut-être dans le top 10. Pour le sacre final. C'est déjà un bon. C'est déjà un bon. C'est déjà un bon pour venir ici au studio Messagniamé. Donc, je te salue, frérot, et puis je salue à tous ceux qui nous ont suivis et puis tous ceux-là qui sont sur la plateforme PFE. Voilà. Et surtout, Zarif qui vous taquine, tout comme Yves Roland. Mon cher Vicente. Oui, j'ai rebondi également, saluant le frère Marcelino. Oui. Après, il faut aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Julien Adam l'été. Ah, c'est aujourd'hui? Oui. Oh là là, joyeux anniversaire à lui. Intéressant. Motivateur, premier fan du Real Madrid. L'avocat attitré de Cristiano Ronaldo. Donc, Zarif champion, Yves Roland, des spécialistes. Exactement. Et donc, à tous les auditeurs et auditeurs. C'est bien noté, Franck Lunyama. Oui, on va dire bonjour à Basile Ayeboa et puis en poule, inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Exactement. Il pense que Marseille pouvait se sortir de ce groupe. D'accord. On va les voir à l'œuvre et puis bon début de week-end à tous ceux qui nous suivent. Messieurs, je vais vous souhaiter encore une fois bonne santé. Merci et beaucoup. Surtout garder cette bonne humeur. Merci. C'est important. Julien Dalété, joyeux anniversaire, tout le meilleur à toi. Et on ne sait pas si Cristiano va venir au Togo ou pas un jour. Grâce à toi, on attend de voir. Merci beaucoup à mon cher Elom Adovon. La vidéo de cette émission est à retrouver sur la page YouTube de Sport FM. Merci également à Anas PM. On se donne rendez-vous lundi avec la même flamme de vous servir. Restez en bonne santé. Lundi, on se retrouve. Ciao, ciao.